Cette ville, nous la partageons et nous souhaitons qu'elle reste propre, comme nous disons, et belle. Et ça, c'est un des signes que nous sommes aptes à vivre ensemble et que nous sommes aussi compétents d'une certaine manière pour dire notre avis, nous occuper des affaires communes. C'est intéressant de ce point de vue-là que notre mairie consulte de plus en plus les comités d'habitants et que aussi des efforts collectifs et communs soient partagés par tous, parce que la propreté, c'est une affaire participative. Si je ne jette rien par terre, il n'y aura rien à ramasser pour le service, autant d'économiser sur les frais de ces services publics. Bon, qu'est-ce que ça veut dire sur le fait de vouloir embellir notre ville et chercher à avoir autour de nous un milieu qui soit toujours aussi beau, aussi bien entretenu qu'il est possible. Et ça, c'est le pari de chaque jour d'une ville qui se maintient dans ce qu'elle est. Les murs ne dégringolent pas, les maisons ne s'écroulent pas, les conduites d'eau, les conduites aussi téléphoniques, électriques continuent de fonctionner correctement. Cette ville est reliée par tous les réseaux, d'abord l'électricité, l'eau potable, le ramassage des eaux usées, la collecte des déchets. Par tous ces aspects-là, cette ville reste reliée à d'autres villes et par-delà à la terre, à la vie de la terre, à la vie des montagnes, de la mer, des étangs que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est aussi le fait que les villes sont reliées entre elles, notamment par les communications et l'électricité, le réseau électrique qui est partout maintenant. Donc ça, ce sont des aspects qui soulignent tout ce que nous avons en partage et que nous devons préserver ensemble, y compris lorsque ça nous pose des difficultés. J'ai évoqué les sautes d'humeur de la mer Méditerranée, mais il y a aussi, bien sûr, les vents, il peut y avoir des tornades éventuellement, et d'autres phénomènes climatiques comme le réchauffement, dont on parle beaucoup, et on en sait assez peu d'ailleurs au fond là-dessus. Et puis bon, parce que s'agit-il du soleil qui se réchauffe, s'agit-il de ce qu'ont dit certains savants anglais, ou bien s'agit-il de cycles périodiques du climat qui, de siècle en siècle, voient des réchauffements succéder à des refroidissements? Est-ce que nous avons comme ça à partager au-delà, et encore au-delà des petits réseaux régionaux ou français, qu'est-ce que nous partageons sur la surface de la Terre les uns avec les autres? Qu'est-ce qui nous sépare aussi? La question, une question accompagne l'autre. Si nous cherchons ce que nous partageons et ce qui nous rapproche, nous devons aussi, en même temps, faire le bilan et le diagnostic de ce qui nous éloigne ou qui peut nous opposer. Et là, on voit de nouveau ce miracle des villes qui vivent dans la paix. C'est un miracle permanent, parce que nous ne sommes pas pris dans la guerre, nous ne sommes pas pris dans un barrage qui a lâché, qui nous envoie une immense vague comme un tsunami. Donc nous ne sommes pas atteints par ces phénomènes graves, les éruptions volcaniques et autres, qui affectent différents endroits de notre planète. Et ça, c'est déjà une raison sérieuse de se réjouir, pourvu que le temps continue d'être beau, pourvu que le sol sur lequel je me trouve ne s'effondre pas sous mes pieds, pourvu que des crevasses n'apparaissent pas pour casser la rue Foch en deux, la séparer tout à coup de la rue de la Loge par un trou béant qui ne s'arrêterait jamais. On n'oserait pas regarder pour en sonder le fond de ce trou-là. Donc cette permanence des êtres et des choses autour de nous. Lorsque nous parlons d'une ville, il s'agit de tout ça. Il s'agit de ces tuiles romanes qui couvrent les toits. Il s'agit de tel ou tel autre détail architectural. Il s'agit de ce palais de justice qui est ici un toit plat derrière moi. Mais en même temps, ces clochers qui dépassent. Et puis au loin, une grue, parce qu'un chantier se développe sur le boulevard Clémenceau. Et d'un autre côté, si je regarde un peu dans la direction de la Vérune, j'aperçois une autre grue, et puis encore une autre. Et ça veut dire que cette ville se reconstitue, se développe, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle va ajouter d'autres immeubles qui vont empiéter d'ailleurs sur des terres plus ou moins agricoles, ou sur des anciens bâtiments qui auront été démolis. Et il y a une vie comme ça
matérielle, mais pas seulement, de cette ville, qui pousse à la manière d'un champignon, on a dit, ou alors on a dit aussi tentaculaire, les villes tentaculaires. Mais cette ville Montpellier n'est pas vraiment tentaculaire et c'est pas non plus une ville champignon, puisqu'on limite la hauteur des immeubles par des décisions très sages. Et qu'est-ce que nous avons dans cette notion? Qu'est-ce que ça veut dire de soigner les entours, comme l'a joliment inventé ce mot Jean Houry, qui dit il faut d'abord soigner l'hôpital. Et puis il décline, soigner l'hôpital, c'est faire un lieu qui soit aussi agréable que possible, parce que pour que quelqu'un retrouve son équilibre et sa santé mentale, c'est essentiel que le lieu lui-même soit bien tenu, ne soit pas un lieu de désordre agressif, et puisse être comme ça un lieu de paix, de méditation et de calme. Et ce sont ces caractères, ces qualités du lieu qui vont permettre à la personne qui a été dérangée ou perturbée de retrouver ses esprits, de se reconstituer, de se reconstruire. Ça, c'est ce que veut dire le psychiatre. Mais le propos du psychiatre va très loin, parce que ça peut inspirer les architectes ou des aménageurs. Qu'est-ce qui fait qu'un lieu va gagner ces qualités-là de sérénité, de beauté, de tranquillité? On parle de sécurité, très bien, mais il vaut mieux parler positivement de sérénité, de tranquillité et de paix que d'employer ce mot sécurité que l'on met d'ailleurs à toutes les sauces et on ne sait jamais très bien à quoi on fait référence quand on l'emploie. Sécurité, oui, c'est vrai, la sécurité des personnes, notre propre sécurité, c'est important, nous le comprenons. Mais ça se décline sous la forme de l'art, de l'architecte ou du décorateur ou du metteur en scène. Il y a des metteurs en scène qui interviennent maintenant à l'appel des architectes ou des services publics concernés pour aménager justement un jardin ou une rue de façon paysagère, dit-on. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est peut-être ce caractère serait le principal de ces caractères, en tout cas paysager, serait la tranquillité, le fait que je puisse reposer mes yeux. Les feuilles vertes sont plus réjouissantes que des feuilles mortes. D'un autre côté, la feuille morte a aussi sa poésie. Donc on peut parler des deux et on peut apprécier tour à tour le printemps et l'automne. Mais la sérénité, le fait que je puisse... On parle de symbiose. C'est un joli mot, mais qui ne s'applique pas très bien parce qu'il n'est pas suffisamment merveilleux pour m'intéresser, parlant de ce que j'essaie de raconter. Qu'est-ce que c'est que cet accord entre beauté, tranquillité, sérénité? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je me sens en communion, finalement, avec cet arbre, avec cette brindille par terre? Sartre, dans son livre Le Mur, parle d'une racine. Il est dans le jardin du Luxembourg. Et regarde comment, voluptueusement, dit-il, cette racine s'enfonce langoureusement dans le sol. Et ça, c'est une façon... Bon, bien sûr, il avait pris un peu de mescaline avant de dire ça, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est intéressant dans sa remarque, c'est quelquefois repris par peut-être Heidegger, quand il parle du Dasein. C'est une des expressions par lesquelles on peut apercevoir ce que c'est que le Dasein, l'être là, l'être ici. Qu'est-ce que c'est qu'y être? Dans le langage de Jean Houry, y être, c'est être présent à soi, mais être présent avec. C'est-à-dire que je ne suis pas tout seul quand je suis présent. Je suis présent parce que tu es en face de moi avec cette caméra et ton œil regarde l'écran de contrôle, mais dans l'écran de contrôle, tu me regardes et je me sens regarder, mais en même temps, je reste présent. J'essaie de te parler à toi et non pas à la caméra, qui n'est pas une personne digne d'intérêt par elle-même. C'est une belle mécanique, mais ce n'est pas tout à fait le substitut de la personne que l'on croit. On croit au cinéma, on croit au film que l'on regarde parce qu'on croit que l'œil de la caméra est devenu le nôtre. Donc nous nous prenons pour une caméra. Et c'est une amie qui m'a dit hier ou avant-hier qu'Orson Welles avait parlé de la position de la caméra. Là, il est difficile de savoir placer à l'endroit juste la caméra pour que quelque chose se passe d'intéressant du point de vue de l'histoire qui va être racontée ou montrée au spectateur. Alors, est-ce que je me suis placé comme il faut? Tu m'as demandé de m'asseoir sur ce banc, je l'ai fait. Je l'ai choisi maintenant, j'y suis bien. Est-ce que c'est ça, y être? Est-ce que nous y sommes quand nous nous accordons ou alors quand nous discutons ensemble? Nous pouvons y être aussi dans une discussion, dans une conversation
dans laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord parfaitement. Et des petits désaccords manifestent aussi comment nous sommes présents l'un à l'autre, ensemble, et comment nous échangeons des impressions, des négatives, des dénégations, et puis je me reproche ceci, et toi tu me reprends, etc. Et on va continuer comme ça la conversation. Est-ce que y être, c'est ça? Être avec quelqu'un, avec un ami, être avec cette ville qui est là. Qu'est-ce que cet être curieux que serait la ville si c'est un être? Est-ce que c'est un être? Moi je pense que oui, puisque nous sommes récepteurs de relations et producteurs de relations, nous ne saurions comprendre la ville autrement que comme un être. Est-ce qu'il s'agit de la personnifier? Peut-être. Ça arrive dans le cas des blasons. L'ours, qui est le blason de la ville de Berne, de Berlin et de Bâle, représente cette personnification qui était longtemps employée dans les cultures européennes, à l'époque des chevaliers, des écus de chevalerie, et donc qui étaient des sortes de totems sous lesquels nous représentions nos êtres collectifs. À cette époque-là, peut-être que la perception de l'être social collectif public, l'État d'aujourd'hui, était peut-être plus merveilleux, plus branché dans l'imaginaire, dans quelque chose de plus naturel finalement, puisque un animal devenait notre fétiche, notre totem identificatoire, auquel nous étions invités à ressembler. L'ours est courageux, il est aussi colérique, et puis parfois il vous fonce dessus. Bon, alors il invite l'ennemi éventuel à respecter la ville, parce que si cette ville est sous le signe de l'ours, l'ours peut devenir furieux et chasser brutalement celui qui ne serait pas bienveillant à son égard. Est-ce que nous avons aujourd'hui comme ça des personnages collectifs qui nous serviraient de guide pour nous conduire dans la voie d'une amélioration, d'un meilleur courage, d'une meilleure fureur plus légitime, une furor au sens latin, c'est-à-dire une rage qui me permet, sous son aspect positif, de me défendre, de nous défendre. Est-ce que ça signifie encore quelque chose dans notre monde surtechnicisé, dans lequel on ne parle que de statistiques, de kilowattheures dépensés, et puis des difficultés à recycler les centrales, et puis tous les autres problèmes dont nous avons, jusqu'à plus soif, rempli notre quotidien. Parce que nous sommes peut-être avancés trop loin, en industrialisant trop, en ne voyant pas les limites que nous franchissions, ou que nous faisions franchir à la matière en la tripotant, en la transformant, et parfois en la déchaînant, jusqu'à créer des situations, celles d'aujourd'hui, dont nous avons du mal à nous sortir. Alors il faudrait peut-être que nous acceptions de faire une certaine autocritique et qu'il ne soit pas la misère actuelle du débat politique tel qu'il se trouve exprimé un peu partout. Je ne dis pas ça pour qu'on se sente coincé. Il ne faut pas désespérer de l'humanité, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'on doive cautionner n'importe quel développement, n'importe comment, dans n'importe quelle direction. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, qui n'ont pas le même degré de développement, qui n'ont pas la même richesse, qui n'ont pas le même confort, qui n'ont pas toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas et que nous avons. Et nous avons aussi des choses qui nous manquent. Et pourquoi ne pas nous intéresser à cela? C'est-à-dire à nous rapprocher de ceux qui ont moins que nous sur le plan matériel, mais qui ont peut-être plus que nous sur le plan spirituel. C'est une hypothèse, ce ne sont que des indications, des balises par-ci par-là. Il n'y a rien d'une quelconque certitude dans ce que je dis, et le monde dans lequel nous sommes est à juste titre le temps des incertitudes. Alors, est-ce que ce siècle se développera mieux qu'il n'a commencé? Est-ce que nous avons progressé réellement? Quand nous avons cru au progrès de la science, et nous avons effectivement fait des progrès, sauvé des enfants, fait avancer la médecine, etc. Je ne dis pas non. L'industrie profite jusqu'à un certain point de cette espèce de soumission de la matière que j'évoquais à l'instant, et nous avons des objets en grande abondance qui, pour nous, symbolisent une certaine réussite. Et ça n'est pas faux. Nous pouvons nous nourrir plus nombreux, nous pouvons faire beaucoup de bonnes choses avec ce que nous avons. Donc ne crachons pas
tout le temps sur ce que nous avons et ne pleurons pas toujours sur ce que nous n'avons pas, mais essayons de chercher ce qu'il peut y avoir de recettes de vie dans d'autres sociétés qui ne connaissent pas le même niveau économique, qui ne connaissent pas les mêmes idéaux, entre guillemets, philosophiques ou métaphilosophiques, parce qu'il y a un refus général de la philosophie qui est devenu plus virulent. C'est vrai qu'elle continue d'être cultivée par certains, mais et une grande masse de gens ne la cultivent plus et même se dressent contre elle. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Les philosophes ont été rejetés très souvent dans l'histoire, et ça n'est pas spécialement nouveau par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que certaines dimensions de notre être ensemble s'en trouvent appauvries, parce que nous consacrons beaucoup de nos intelligences et de notre génie à améliorer le matériel, et au risque de perdre de vue totalement ce qui fait le cœur spirituel d'une société et qui est en train de désagréger peut-être la nôtre. Et c'est là qu'il faudrait peut-être un regard un petit peu plus appuyé et qui soit transmis aux enfants, auxquels on peut apprendre à s'accoutumer, à réfléchir, à ne pas porter crédit seulement au compte, à la comptabilité et à tout ce qui est statistique, quantitatif, qui doit être fait, parce que nous, encore une fois, nous devons gérer la situation et le monde tel qu'il est, mais nous devons aussi essayer d'orienter cette gestion vers une prise en compte de qualités plus humaines que matérielles, et qui sont celles du cœur, de l'affectif, de l'imagination et de l'aspiration très légitime à vivre ensemble dans la paix. Voilà ce que je peux dire jusqu'ici. Maintenant, une ville, c'est aussi cette belle jeune femme qui passe derrière toi, que tu aperçois, à qui je te recommande de ne pas faire de l'œil parce qu'elle va se fâcher. Et donc, nous sommes ici dans Montpellier, pour rire, certains pseudo-savants l'avaient appelé le monde des pucelles, le mons puellarum en latin, le monde des jeunes filles. Et Stendhal, quand il a fait une visite vers 1878, je ne sais plus la date exacte, c'est fin 19e, il en a consigné le récit dans un de ses carnets. Stendhal dit que c'est à Montpellier qu'il a vu les plus belles filles du monde. Je pense qu'il s'y entendait, enfin j'espère du moins. Je ne peux pas le dire de manière absolue, évidemment. Nous n'avons pas les mêmes goûts, Stendhal et moi. Mais je n'ai pas son expérience et je n'oserais jamais me comparer à lui, bien sûr. Sur ce plan-là, encore moins que sur d'autres. Et donc Stendhal dit que c'est là qu'il a vu les filles les plus belles. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et alors, elles n'ont pas besoin de s'encombrer de trop de vêtements, donc elles sont en tenue plus ou moins légère. Et visiblement, ça lui a beaucoup plu de passer quelques jours, quelques semaines dans cette ville. Est-ce que Montpellier est resté cette ville-là, championne des jolies filles? Est-ce que dans un espèce de tableau de concours qu'on pourrait faire entre les villes françaises, où Paris, pour une fois, ne tiendrait plus la première place, ou ni Marseille, qui sont pas mal servis de ce côté, ou encore Lyon ou Lille ou Bordeaux, j'en oublie d'autres. Bon. Est-ce que Montpellier a de quoi tenir son rang en tant que ville des plus belles filles de France? Alors notre maire, pour en parler avec gentillesse, M. Sorel, il est très content parce que bientôt il y aura à Montpellier donc l'organisation de l'élection de Miss France. Et il a dit dans une présentation qu'il a faite que Montpellier était bien la ville où les plus jolies filles de France aiment à se retrouver. Peut-être que ce n'est pas une Montpelliéraine qui va gagner le concours, mais on le souhaite en tout cas. Peu importe, ce jour-là, nous allons nous réjouir de la beauté des dames. Des jeunes filles, évidemment. Les dames, quel que soit leur âge, sont toujours des jeunes filles. Et voilà, qu'est-ce que nous dirons de plus sur ce soleil, en présence de ce léger vent qui courbe joliment les branches de platane avec leurs feuilles?